Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Quand l'amour s'est consumé, l'argent part en fumée. Un couple à trois, les conjoints et l'argent. Dans la société traditionnelle française, le couple constituait un élément étroitement lié et dépendant de la famille, de la parentèle prise au sens large du terme, de la commune géographique de rattachement, de la communauté de pensée et d'intérêts économiques. Le couple de la société traditionnelle ne pouvait se comprendre qu'à l'aune de ce référencement, de tout ce qui constituait ses racines d'une part, qui relevait de la transmission des valeurs, des cultures et de la propriété d'autre part. Les époux s'unissaient pour transmettre en toute légitimité la paternité, la tradition et le patrimoine, quelle que fût l'importance de celui-ci. Non seulement les époux de la société traditionnelle savaient lequel d'entre eux avait lors du mariage apporté la terre, la maison et à combien s'élevait la dot de l'épousé, mais encore les valeurs financières actualisées de ces composants du patrimoine étaient connues. Ceci résultait non pas d'une préoccupation de séparation potentielle mais relevait d'une optique de transmission au profit des enfants de ce patrimoine dont les parents époux ne se considéraient que simples dépositaires. Depuis l'avènement du romantisme au XIXe siècle, et la plus grande prise en compte du sentiment amoureux dans l'union, la réalisation personnelle de chacun des époux au sein du couple uni par les liens du mariage l'emporte de plus en plus sur la volonté de préserver, de transmettre, non seulement les valeurs qui firent la tradition mais également la finance liée aux revenus et au patrimoine. Lorsque le sentiment amoureux disparaît, lorsque les termes de séparation, de divorce sont prononcés et semblent s'imposer de manière inéluctable aux couples d'aujourd'hui, les époux redécouvrent le fonctionnement financier de leur vie commune et s'interrogent sur ce que deviendront les revenus et le patrimoine de leur vie individuelle future. La perplexité liée à une méconnaissance de la finance du mariage et donc de celle du divorce s'impose alors à la majorité d'entre eux. Les époux commencent à se souvenir que, afin de financer la succession de la mère de l'épouse, la communauté des époux mariés sous le régime légal avait été contrainte de libérer un produit de placement pourtant souscrit au nom des deux époux avec des fonds communs. Bien que mariés sous un régime de séparation de biens, l'époux qui alimentait de l'intégralité de son salaire le compte joint et remboursait ainsi seul le prêt immobilier portant sur la résidence principale acquise accent égalitairement au nom des deux époux, se demande s'il est en droit de cesser ses mouvements financiers et comment se répartira le produit de la vente éventuelle de ce bien. Qui ignore que la finance du divorce sera la conséquence de la finance du mariage. Lorsque des explications leur ont été données au sujet des différences financières constituant l'essence même des régimes matrimoniaux, les futurs époux ont-ils bien mesuré toute l'importance et les conséquences des choix qu'ils étaient sur le point d'effectuer en matière matrimoniale ? Ces futurs époux ont-ils bien mesuré le véritable fonctionnement de la séparation de biens et des indivisions résultant d'investissements patrimoniaux à réaliser ? Ont-ils bien envisagé que la finance de la séparation de biens, en l'occurrence les revenus, les économies à réaliser sur les gains et salaires, l'épargne et la constitution des patrimoines, relèvent de l'application même de leur contrat de mariage ? Et que l'argent se trouvera au cœur de la séparation. Par le terme de finance du divorce, il y a lieu d'entendre à la fois les revenus et le patrimoine de chacun des deux époux, les mouvements financiers intervenus entre les patrimoines propres des époux ou entre ces patrimoines propres et le patrimoine commun, indivis. Définissons tout d'abord les termes de revenus et de patrimoine, auxquels il sera fait référence tout au long de cet ouvrage. Les revenus sont constitués par la rémunération perçue soit en échange de l'accomplissement d'un travail, soit en échange d'un placement patrimonial. Les revenus peuvent ainsi être composés des revenus professionnels et des revenus patrimoniaux. Le patrimoine est représenté par le capital possédé. Ce capital peut revêtir plusieurs formes: immobilière, bancaire, assurance-vie, titre de société détenu via un portefeuille titre domicilié au sein d'un établissement bancaire, titres de société à caractère familial au sein desquels l'un des époux tire l'essentiel de ses revenus, droits sociaux détenus au sein de sociétés civiles immobilières, SCI, tout autre produit de placement. Hormis principalement les cas de donation, d'héritage et de gain au jeu, les revenus permettent la constitution du patrimoine. À l'heure de la séparation des époux,
Ce patrimoine progressivement formé est considéré sous l'angle de la gestion prudente de la trésorerie familiale. L'épargne n'est que de la consommation différée dans le temps au cas où il y aurait lieu de faire face à des besoins imprévus, ou sous l'angle de la retraite car cette épargne permettra un certain rattrapage des revenus professionnels. La finance du divorce revêt ainsi un aspect monétaire, financier, calculable et donc quantifiable. L'INSEE explique que le patrimoine est généralement défini comme l'ensemble des avoirs accumulés, permettant à une personne ou à un ménage de disposer de ressources futures. Toutefois, comme cela sera exposé au sein du chapitre consacré à la prestation compensatoire, la finance du divorce peut également comporter un aspect purement matériel constitué par des avantages en nature dont l'un des époux, peut bénéficier, notamment dans le cadre de l'exercice de leur profession. Quel que soit le niveau social d'époux en procédure de rupture, des questions financières identiques se trouvent posées. De quels revenus disposera chaque époux pendant et après le divorce? Comment sont établies les pensions alimentaires? Comment est fixée la pension de secours? Comment se calcule une reprise, une récompense, une créance entre époux? À qui appartiennent les revenus locatifs issus d'un bien immobilier propre à l'épouse mariée, sous le régime légal? Comment sont établis les comptes de l'indivision post-communautaire? Comment sont proposés les intérêts pécuniaires des époux? Comment sont déterminées les prestations compensatoires? De quel patrimoine disposera encore chacun des époux une fois le divorce prononcé? Le recensement des revenus et du patrimoine des époux, l'évaluation financière de l'ensemble de leurs revenus et des différentes composantes de leur patrimoine respectif représente un exercice parfois difficile à conduire tant les aspects à prendre en considération sont variés et nombreux. Ces aspects concernent le droit de la famille, le droit des régimes matrimoniaux, le droit des sociétés, les aspects financiers, bancaires, patrimonial, fiscal, le code du travail, l'évaluation des entreprises familiales. C'est pourquoi un ouvrage simple sur la finance du divorce permet de répondre au but recherché par l'ensemble des acteurs intervenant tout au long des différents stades de la procédure. Il s'agit en effet d'exposer de manière claire et détaillée les méthodologies auxquelles l'auteur recourt lors des missions d'expertise financière qui lui sont confiées soit par les magistrats en tant qu'experts judiciaires, soit par l'un des avocats ou par l'un des époux en tant qu'expert de partie. Toutefois, le but recherché ne saurait être atteint que lorsque le chiffrage des revenus, du patrimoine et des mouvements intervenus entre les patrimoines des époux sera réalisé. En effet, il importe non seulement d'exposer les méthodologies, mais encore d'en fournir des exemples précis d'application. C'est la raison pour laquelle il sera certes fait référence aux articles du Code civil, du Code de procédure civile, du Code du travail, aux jurisprudences les plus fréquentes de la Cour de cassation en matière de divorce, aux méthodologies établies par l'auteur du présent ouvrage. Toutefois, la pratique devant compléter la théorie, les exposés chiffrés proposés se veulent parfaitement compréhensibles par le plus grand nombre. Au-delà des codes et de la jurisprudence, il est important d'exposer de manière chiffrée comment traduire l'ensemble de ces textes juridiques sur le plan financier. L'objectif est d'expliquer comment se déterminent les récompenses, les créances, les comptes de l'indivision post-communautaire, afin que les époux, leurs conseils, puissent eux-mêmes estimer de manière plus ou moins précise mais en obtenant rapidement un aperçu d'ensemble, les mesures financières résultant de la procédure de divorce. Cet ouvrage s'adresse à un public très large. Expliquer la finance de la procédure de divorce au plus grand nombre, de manière simple et illustrée à l'aide d'exemples chiffrés, en indiquant des méthodologies de recensement, d'évaluation précises. Tel est l'objet de cet ouvrage rédigé par un financier qui s'adresse à un public de lecteurs très large constitué par les futurs mariés qui, souhaitant s'unir, doivent décider du choix de leur régime matrimonial. Ils doivent également être avertis des conséquences de ce choix au cas où leur régime matrimonial devrait un jour être dissous pour raison de divorce. Les époux dont l'un d'eux, entrepreneur, a l'intention d'acquérir, de manière totale ou partielle, ou de procéder à la création d'une société. Cet entrepreneur s'interroge sur son régime matrimonial afin de savoir si, sous l'hypothèse d'une séparation, ce régime matrimonial serait compatible avec l'acquisition ou la reprise d'une société. Les époux qui ont l'intention d'entamer une procédure de séparation par consentement mutuel ou de nature conflictuelle, les étudiants en gestion patrimoniale,
les gestionnaires de patrimoine qui peuvent trouver, tout au long de cet ouvrage, des méthodologies afin de prévenir et de résoudre les conflits susceptibles de survenir chez leurs clients, les avocats chargés de la défense des intérêts, notamment financiers, des époux. Il peut s'agir d'avocats en droit de la famille directement concernés par le sujet des divorces, mais également des avocats en droit des affaires rencontrant cette problématique, les magistrats, juges aux affaires familiales des tribunaux de grande instance, des cours des appels, devant statuer sur les mesures financières provisoires et définitives des divorces, les experts judiciaires, mandatés par les magistrats en vertu des articles 255-9° et 255-10° du Code civil avec lesquels l'auteur souhaite partager ses méthodologies, enfin, les experts de partie qui, au sens où article 161 du Code de procédure civile définit leur mission, peuvent assister les avocats et les époux tout au long de leur procédure. Quelles sont les bonnes questions financières à se poser ? La finance du divorce sous-entend la réalisation d'un partage financier entre époux, dans un cadre parfois conflictuel. La finance du divorce est interne au couple qui a décidé de se séparer, dans la mesure où aucun élément monétaire extérieur aux époux n'entre en ligne de compte dans la procédure qui s'engage. Excepté le ou les époux bénéficiant de l'aide juridictionnelle partielle ou totale, les conjoints s'acquitteront eux-mêmes du coût engendré par la procédure, honoraires de l'avocat, des conseils, des professionnels financiers qualifiés auprès des tribunaux, de la répartition des pensions alimentaires, de secours, la prestation compensatoire, des droits de mutation. En cas de procédure conflictuelle de divorce, de désaccord entre les époux au sujet de cette répartition financière, ce sont les magistrats du tribunal de grande instance, juges aux affaires familiales, de la cour d'appel, de la cour de cassation qui rendront leur décision. Celles-ci passeront par le fait de prendre à l'un des époux pour donner à son conjoint, en fonction des éléments justificatifs développés, recherchés et versés au débat. Quel lien existe-t-il entre les revenus et le patrimoine ? L'épargne se constitue notamment à partir des revenus. Certes, le patrimoine peut être obtenu par donation, succession, avance douarie. Toutefois, ce patrimoine peut être également constitué et obtenu à partir des économies réalisées sur les revenus issus du travail, les gains et salaires notamment. Il est d'usage d'affirmer que les Français épargnent peu ou prou 16% de leurs revenus, cette proportion ayant tendance à s'accroître avec la progression des revenus. Plus les revenus des Français sont élevés, plus la proportion d'économies constituée à partir de ces revenus progresse et ce, malgré la charge fiscale également progressive. Les termes d'épargne et de patrimoine sont synonymes. Une distinction doit cependant être effectuée entre les notions d'épargne de précaution et d'épargne patrimoniale. L'épargne de précaution. Il s'agit du premier niveau d'épargne constitué à partir des revenus n'ayant pas fait l'objet de dépenses courantes, d'acquittement de charges. Cette épargne de précaution peut être limitée en montant, instable sur la durée, être représentée par des supports de placement à court terme, notamment un placement temporaire sur un livret bancaire d'épargne dans lequel le ménage puise afin de faire face à des dépenses imprévues. Durant la procédure de divorce, l'époux créditeur ou débiteur de pension de secours, de pension alimentaire peut être amené à puiser dans cette épargne de précaution afin de faire face aux besoins générés par la procédure et par une nouvelle organisation de vie. L'épargne patrimoniale. Il s'agit d'un second niveau d'épargne constitué à partir de fonds mis de côté de manière stable et susceptible de représenter des montants relativement conséquents. Cette épargne patrimoniale est généralement gérée par des supports de placement à moyen et long terme tels les portefeuilles titres, les acquisitions immobilières. Partiellement ou totalement, cette épargne patrimoniale est susceptible d'être libérée afin de permettre à l'époux débiteur d'une prestation compensatoire de s'acquitter de cette dernière auprès de l'époux créditeur de cette mesure financière. Le patrimoine doit être frugifère. Tout patrimoine représenté par une épargne de précaution et par une épargne patrimoniale a pour vocation de générer des revenus. En effet, que sa nature soit bancaire, financière ou immobilière, tout placement est susceptible de procurer des revenus à son détenteur. Il s'agit d'intérêts dans le cas de placements bancaires, de dividendes ou de coupons dans le cas de placements financiers, titres, actions, obligations, SICAV notamment, de revenus fonciers dans le cas de placements immobiliers.
En fonction des conditions propres à chacun de ces trois supports de placement d'une part et des conditions intrinsèques à leur marché de référence, les performances peuvent être différentes et ce, d'une année sur l'autre. Dans le cadre de l'évaluation d'une prestation compensatoire demandée par l'un des deux époux, le recensement des patrimoines en présence et l'estimation des revenus pouvant être obtenus à partir de ces patrimoines revêt toute son importance. Les revenus issus du patrimoine s'ajoutent en effet aux revenus du travail ou de la retraite perçus par les époux. Madame Amélie dispose d'un appartement provenant de l'héritage de ses parents qu'elle ne loue pas, et qui ne lui procure donc actuellement aucun revenu foncier. Dans le cadre de la prestation compensatoire qu'elle sollicite, il y a lieu de considérer non pas uniquement ce bien immobilier en tant que patrimoine, mais également en tant que bien frugifère susceptible de procurer à Madame Amélie une rentabilité moyenne annuelle de l'ordre de 3% avant application de la fiscalité. Ceci signifie que si le bien immobilier est estimé 300 000 €, il peut générer des loyers bruts annuels de 300 000 € fois 3% est égal à 9 000 € à Madame Amélie. Ceci équivaut encore à considérer un revenu brut foncier mensuel potentiel de 9 000 €, 12 mois, soit 750 €. Le lien de causalité entre les revenus et le patrimoine passe par le fait qu'en moyenne, les Français épargnent 16% de leurs revenus. Ceci équivaut à expliquer que le patrimoine est constitué notamment à partir des revenus non dépensés et qu'il peut également provenir de donations, successions. Malgré le caractère progressif de l'impôt, la proportion indiquée des 16% augmente avec les revenus. Réciproquement, tout patrimoine a pour vocation d'être frugifère. Les revenus qu'il procure aux époux sont à prendre en considération, non seulement dans l'évaluation des pensions de secours, des pensions alimentaires, mais encore dans la fixation de la prestation compensatoire. Dans le cas du mariage et du divorce, la finance est-elle constante ou évolue-t-elle ? La finance constitue un sujet évolutif, en changement permanent. Considérée sous les angles des revenus et du patrimoine, la finance ne peut être stable. Sous l'angle des revenus, lorsque l'un des époux est salarié en entreprise, son contrat de travail peut comporter une partie variable liée à des primes sur réalisation d'objectifs. Ce salaire peut également bénéficier d'augmentations. Enfin, pratiquement tous les secteurs économiques étant régis par la loi des cycles, les revenus de l'époux exerçant son activité professionnelle dans un domaine fortement lié à la conjoncture seront d'autant plus variables. Dans le cadre d'une procédure de divorce et notamment de l'appréciation des revenus actuels et prévisibles des époux, cas de la formulation d'une demande de prestation compensatoire, l'estimation des revenus constitue un thème à part entière. Sous l'angle du patrimoine, aucun patrimoine n'a de valeur constante. En effet, sa valorisation financière dépend à la fois de causes endogènes, comment est entretenu l'immeuble appartenant à la communauté des époux, et également exogène, le marché de référence de l'immobilier progressant, l'appartement de la communauté augmente financièrement en valeur. L'actualisation de la valeur des biens composant le patrimoine d'époux en instance de divorce revêt donc toute son importance, même si les revenus prévisibles susceptibles d'être générés par ce patrimoine dont la valeur est variable ne constituent pas nécessairement un sujet facile. La finance du divorce constitue-t-elle un sujet facile ? Quelle que soit l'importance des revenus et du patrimoine d'époux en procédure de séparation, la compréhension de la finance du divorce constitue rarement un thème aisé. Pendant la période du mariage et de la vie commune, la finance ne constituait pas systématiquement un sujet de préoccupation, de différend entre les époux. Il importe de souligner la distinction importante à effectuer entre propriété et finance. En fonction des quotes-parts financées par chacun des époux, un titre de propriété indiquant que les époux sont tous les deux propriétaires d'un bien ne signifie pas nécessairement que la répartition de la finance de ce bien à réaliser lors des opérations de partage sera égalitaire entre les époux. Les opérations de liquidation d'un patrimoine commun, d'un patrimoine indivis sont régies par des règles précises définies par le Code civil, notamment les techniques financières des récompenses et des créances qui seront exposées. Les revenus et le patrimoine d'époux en instance de divorce peuvent subir des variations parfois conséquentes. Ce sont les causes de ces variations à la hausse comme à la baisse qu'il convient d'analyser dans le cas de demandes de pension de secours, de pension alimentaire,
de prestations compensatoires, notamment s'il y a chute brutale de revenus, s'il y a mise en sommeil opportune de sociétés au sein desquelles l'un des époux est mandataire social. A contrario, lorsque les revenus d'un époux progressent sensiblement, il y a lieu de rechercher si cette hausse est d'ordre conjoncturel. L'époux bénéficie de la bonne tenue du secteur économique dans lequel se situe son activité professionnelle ou structurelle, liée intrinsèquement au savoir-faire de l'époux en plein essor par exemple. Qu'est-ce que les risques présentés par la finance du divorce ? Dans la mesure où le partage et la répartition de la finance représentent l'un des enjeux majeurs de toute procédure de divorce, les risques financiers principaux sont les suivants. Que l'époux débiteur, donc redevable envers son conjoint d'une pension de secours, d'une pension alimentaire, une prestation compensatoire ait tendance à minimiser ses revenus et son patrimoine, que le niveau de rémunération de ce même époux débiteur soit précisément depuis le début de la procédure de divorce, inférieur à la moyenne de sa profession, de son secteur d'activité, de son ancienneté dans le métier, malgré le savoir-faire mis en œuvre pendant la période du mariage, que l'époux créditeur, donc bénéficiaire de la part de son conjoint, d'une pension de secours, d'une pension alimentaire, une prestation compensatoire ait, de son côté, également tendance à minimiser des revenus et son patrimoine afin de faire en sorte que les pensions et la prestation compensatoire soient fixées de manière la plus élevée possible, que époux souhaitant, dans le cadre du partage du patrimoine commun, pour des époux mariés sous le régime de la communauté légale ou de la communauté universelle, du patrimoine indivis, pour des époux mariés sous le régime de la séparation de biens ou de la participation aux acquêts, se voit attribuer la résidence principale ou les parts de l'entreprise familiale, peut avoir tendance à minimiser la valeur de ses biens. A contrario, l'époux qui ne souhaiterait pas l'attribution de ses biens est susceptible de surestimer ces derniers, que, pour des raisons différentes subies, chômage, libération d'une épargne constituée afin de faire face à des dépenses imprévues notamment, ou volontaires, organisation de son insolvabilité par l'un des époux, les variations de revenus et de la surface patrimoniale soient fortes au regard des dernières années de la procédure de divorce. Afin de neutraliser ces variations d'une part, ou de dégager une tendance générale pour le futur d'autre part, il est possible de déterminer une moyenne de revenus et de patrimoine. Cette moyenne peut être soit arithmétique, par exemple, la somme des revenus, des patrimoines reconstitués sur les 5 dernières années est divisée par 5, soit pondérée. Cette pondération peut être exprimée en affectant des coefficients décroissants, par exemple, coefficient de 5 au revenu patrimoine de l'année en cours année N, coefficient de 4 au revenu patrimoine de l'année précédente, année N1, coefficient de 3 au revenu patrimoine de l'année, N2, coefficient de 2 au revenu patrimoine de l'année, N3, et enfin coefficient de 1 au revenu patrimoine de l'année, N4. La somme obtenue est divisée par 15. Du fait de primes variables, la rémunération nette annuelle d'un époux a connu les variations suivantes. Salaire net annuel de 60 000 € en année N, de 55 000 € en année N1, de 80 000 € en année N2, de 70 000 € en année N2 et 50 000 € en année N3. Le salaire net moyen de l'époux est actuellement de 60 000 €, 12 mois, soit 5 000 € net mensuels. De manière arithmétique, le salaire net annuel de l'époux au regard des 5 dernières années élève à 60 000 € plus 55 000 € plus 80 000 € plus 70 000 € plus 50 000 €, 5 ans soit 63 000 € nets annuels, soit encore 5 250 € nets mensuels. Quant à la moyenne pondérée nette annuelle perçue par époux, elle se monte à 60 000 € x5 plus 55 000 € x4 plus 80 000 € x3 plus 70 000 € x2 plus 50 000 € x1, 15 soit 63 333 € nets annuels, soit encore 5 278 € nets mensuels. Si l'analyse des variations des revenus et du patrimoine, sur une période donnée, révèle une ampleur particulière, il y aura lieu d'en rechercher les causes qui peuvent être endogènes ou exogènes. Endogènes à l'époux concerné. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.